Bonjour, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien surtout. Nous sommes en direct, derniers ajustements. Ici Cognac G, à vous Radio France. J'espère que vous m'entendez bien, je ne sais pas, j'ai pas de retour. J'ai un micro donc j'ai plus de retour. Je n'ai pas encore l'infrastructure de France Inter ou de France Télévisions pour avoir un retour audio et des gens pour m'installer. Ça viendra, Inch'Allah, Inch'Allah, bientôt. Mais pour le moment, comme je défends la France et je dis des choses qui ne sont pas dans la doxa, c'est-à-dire je ne crache pas dans la soupe, eh bien je n'ai pas les moyens de la redevance ni les moyens de l'audiovisuel anti-français. Vous voyez ce que je veux dire? C'est incroyable, quelle époque formidable. Plus tu craches sur la France, plus tu es invité, plus tu as de l'argent, plus tu es subventionné. Plus tu dis, écoutez les mecs, il y a des solutions, on peut aimer la France, la servir et construire un avenir ensemble. Là, on te dit, ferme ta gueule. C'est incroyable. Bon, c'est une époque formidable, mais on va quand même résister. Bon, nous sommes déjà plus d'une 5 personnes en live, en direct. Je vais aller tout de suite au but pour vous libérer à l'heure. Il est 18h30 et quelques à Paris, 13h30 au Brésil depuis là où je vis depuis une dizaine d'années. Est-ce que deux peuples peuvent vivre sur le même territoire? La question est centrale, la question elle est extrêmement importante. C'est la question aujourd'hui de la France et certainement d'une grande partie de l'Europe occidentale. Tout ça, le corona c'est important, la dette publique c'est très important, mais je ne vois pas d'autre question plus centrale que cette question-là, puisque c'est ce qui fonde tout le contrat social. Le contrat social à la Rousseau, celui de la Révolution française, c'est un contrat social fait avec le peuple français. Il y a plein de choses dans la Constitution française, dans le contrat social français, dans la République, qui vont de soi, qui n'ont pas été écrites, parce que ça allait de soi. Aujourd'hui, si tu as deux peuples en France, on verra peut-être même trois tout à l'heure, eh bien, le contrat social, il demande une traduction. Parce que ce qui est évident pour un Français de souche n'est pas évident pour un Français de branche ou pour un étranger. Ça tombe sous le sens, mais les génies qui nous servent d'élite et de grands Manitou de la société française semblent l'avoir oublié. Donc, question centrale. Alors, est-ce que deux peuples peuvent vivre dans le même territoire? Non, si on veut qu'ils vivent à égalité. Si on veut que les deux peuples aient les mêmes droits, les mêmes devoirs, la même dignité, non. Maintenant, si tu veux que, si tu admets qu'un des peuples peut opprimer l'autre, à ce moment-là, oui. À ce moment-là, effectivement, tu peux... je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais, c'est bon. Donc à ce moment-là, effectivement, l'histoire a vu un mélange des peuples, chacun restant lui-même, mais l'un vivant au premier étage, l'autre vivant au sous-sol. Chez moi, au Maroc, nous avons vécu pendant un millier d'années, voire plus, avec deux peuples. Il y avait, voire trois peuples, mais disons. Il y avait un peuple musulman. Dedans, il y avait les Arabes et les Berbères qui se mélangeaient pas tant que ça, mais bon, là, c'est un autre sujet. Et nous avions un peuple juif qui vivait dans le ghetto. Et il n'était pas l'égal du musulman. Voilà. Les Juifs du Maroc partis en Israël aujourd'hui, ils sont gentils, ils ne sont pas rancuniers. Ils ne nous renvoient pas ça dans la gueule, mais ils pourraient. Puis ils sont occupés à travailler et faire autre chose. Donc ils n'ont pas le temps de la repentance. Mais la réalité, c'est là. Tu peux avoir deux peuples vivant l'un à côté de l'autre sur le même territoire, sauf que l'un domine l'autre. J'ai donné le cas des Juifs au Maroc, dominés par les musulmans jusqu'à la colonisation, jusqu'en 1912, après les choses ont changé. Vous avez vu, on a vu en toute l'Afrique occidentale, l'Afrique qui a été colonisée par la France, vous aviez des peuples l'un sur les autres. Tu avais les Peuls avec les Dogons. Les Peuls dominaient les Dogons. Et ainsi de suite. Tu avais en Guinée portugaise, Guinée-Bissau, en Guinée-Conakry, française, tu avais les Peuls dominant les Malinqués. Ou l'inverse, ça dépendait des... Et donc tu avais deux peuples vivant l'un avec l'autre. Sauf que c'était une vie de merde. C'était une vie dans l'oppression. Alors quand tu es l'oppresseur, ça va. Mais quand tu es l'opprimé, c'est pas très drôle. D'ailleurs, pourquoi la France n'a eu aucun mal à coloniser l'Afrique occidentale, l'Afrique noire, centrale et occidentale?
Bien, parce que les peuples dominés se sont donnés à la France. Les Portugais, ils ont fait pareil. Tu sais, en Guinée-Bissau, il y avait 5000 Portugais. 5000 Portugais dans une colonie énorme, comme la Guinée-Bissau. Pourquoi? Parce que les Peuls travaillaient pour les Portugais. Les Peuls maltraitaient les Malinqués. Voilà, les Peuls islamisés maltraitaient les Malinqués animistes. Ce n'est pas une question d'islam forcément. Je veux dire que deux peuples peuvent vivre ensemble et se détester tellement que l'un peut servir l'autre. Et je vous dis, la colonisation de l'Afrique occidentale française a été une promenade de santé, à part la malaria, à part bien sûr les moustiques et autres, puisque vous avez des peuples qui se sont donnés aux Français. Le tirailleur sénégalais, il est né, il vient de ces peuples, de ces castes, de ces ethnies maltraitées, opprimées, qui vivaient sous le même toit que leur oppresseur. Ce n'est pas pour rien que la France a fait les troupes coloniales, les tirailleurs sénégalais, guinéens, maliens. On disait sénégalais, mais en fait ils étaient de toutes les ethnies, toutes les nationalités. Parce que c'était des peuples qui sont donnés, qui ont vu dans la France un libérateur. Voilà. Donc deux peuples peuvent vivre sous le même toit, mais dans des conditions d'inégalité. Question centrale donc pour la France. Pourquoi centrale pour la France et pour l'Europe? Pour les États-Unis, c'est peut-être différent parce que le pays est très grand. Mais pour la France, où le territoire est relativement petit, ou pour l'Espagne, ou pour la Belgique, ou pour la Hollande, c'est pire. Puisqu'aujourd'hui, nous avons l'émergence de nouveaux peuples sur le territoire français. L'immigration, elle amène un nouveau peuple sur le territoire français. On ne parle plus de diaspora, là. Il y a plus de 700 000 Turcs en France, officiels. Il y a plus de 300 000 Sénégalais, officiels, hors les clandestins. Les Marocains, nous sommes plus d'1 million, officiels. Les Algériens, personne ne sait, seul Dieu sait. Seul Dieu sait, parce que le président algérien dit qu'il y en a 6 millions. Les consulats de France, les consulats algériens de France disent 4 millions. Les gens sérieux disent au moins 2,6 millions. L'INSEE, si quelqu'un croit encore les stats de l'INSEE, elle dit 1 million. Voilà, donc on n'est plus dans la diaspora, là, on est dans le peuple. Nous avons des peuples qui se cristallisent en France. Et ça c'est en train de donner un peuple immigré en France face à un peuple de souche. Ok Elliot, je vais t'envoyer mon email, je suis désolé, j'ai oublié. Je vais t'envoyer mon email. Si tu veux le noter, je te le passerai tout à l'heure. C'est contact@drissgali.com. Contact@drissgali.com. Mais je vais le repasser, je suis désolé. Donc je disais, en France, vous avez aujourd'hui un peuple immigré qui est en train de se cristalliser, de se former, de s'agréger, et en face, vous avez un peuple de souche. Et on n'est plus dans le monde on n'est plus dans la question de la diaspora ou des communautés. Ça ne marche pas. Nous sommes dans l'émergence de peuples. Et les peuples, on connaît les peuples, on connaît leurs règles du jeu. C'est la diplomatie, c'est la politique étrangère, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc on me parle d'assimilation, d'intégration, pourquoi pas? Mais ça c'est fini, je veux dire c'est pour quelques-uns. Pourquoi pas l'assimilation pour quelques-uns? Il n'y a pas de problème. Pourquoi pas l'intégration pour quelques-uns? Il n'y a pas de problème. Mais quand tu as un peuple pour les Algériens, je vous dis, il y en a au moins plus de 2,6 millions en France. On ne parle plus d'intégration, on n'est plus dans de l'homéopathie. Pourquoi? Parce que ce peuple-là qui se forme en France, il n'a aucun intérêt à se diluer. Il n'a aucun intérêt à se diluer. Ce peuple-là immigré, je vais le détailler tout à l'heure, je vais le décrire plus en détail. Il n'a aucun intérêt à s'intégrer, puisque s'il s'intègre, il disparaît. Or, un peuple, c'est un être collectif. Imaginez un être collectif. Il a des intérêts, il a un caractère. Lui, il offre un service. Pourquoi les gens en France ne veulent plus s'assimiler? Pour plein de raisons. Mais une des raisons, c'est qu'ils trouvent dans le peuple immigré de France un service, une réponse à leurs questions. Puisque l'intégration, l'assimilation coûte cher. Elle coûte cher émotionnellement, cognitivement et émotionnellement, dans le cœur. Parce c'est un peu tuer ses parents, c'est un peu cesser d'aimer sa mère et couper le lien avec ses traditions pour devenir un vrai Français. Ça coûte très cher, et je l'admets. C'est un divorce, c'est une trahison de sa culture. Certains ne veulent pas payer ce prix, certains en sont incapables. Certains Marocains, certains Maliens, certains Guinéens, certains je ne sais pas quoi, Pakistanais, tu n'en feras jamais des Français, c'est comme ça. Eh bien, ils trouvent dans le peuple immigré de France une réponse qui dit deux choses. Tu n'as pas besoin de t'intégrer, tu peux rester toi-même.
c'est-à-dire un étranger avec des papiers, un étranger ad vitam aeternam, toi, tes enfants, tes petits-enfants. Et la deuxième réponse qu'il lui dit, il lui dit, écoute, moi, je te propose une nouvelle identité, une nouvelle enveloppe. Tu resteras pakistanais, mais en plus, tu resteras, tu seras un défi à la France. Parce que ce peuple-là d'immigrés, il a besoin, je vous dis, il a besoin de se différencier, il a besoin de ne pas être français. Eh bien, il va en rajouter. Il va dire, voilà, la France, le colonialisme, le fascisme, le pétainisme, le racisme systématique, la police violente, et ainsi de suite. Donc vous avez un processus qui s'alimente lui-même. Je vous dis, ce peuple-là, il a besoin de se justifier. Vous savez, c'est comme un avocat, un mauvais avocat. Il va vous vendre la complexité. Il va vous dire, attention, jurisprudence, tribunal de cassation, alors que le problème est simple. Voilà. Donc ce peuple-là, il va offrir une solution à ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas s'assimiler. Je vous dis, se comptent par millions. C'est la majorité qui ne peut pas ou ne veut pas s'assimiler. Alors ce peuple-là immigré, on verra ce qu'il va devenir. Il est en train de se cristalliser. Bon, il faut vraiment être aveugle pour ne pas le voir. Il faut être aveugle pour ne pas le voir. Aux aveugles, moi je ne peux rien. Hein. Il y a la médecine, il y a le bon Dieu qui peut éclairer leur conscience et leurs yeux. Mais à ceux qui sont lucides, je leur dis, ce peuple-là, on ne sait pas ce qu'il sera. Aujourd'hui, il est maghrébin et africain, maghrébin et subsaharien. On ne sait pas s'il fusionnera pour donner un peuple unique, où vous aurez deux peuples d'immigrés. Vous aurez un peuple à dominante africaine ou un peuple à dominante maghrébine islamique. Ça, on ne le sait pas, personne n'est capable de le dire. Par contre, ce qui est certain, c'est mon intime conviction, vous avez les deux peuples, ou les trois peuples si vous voulez, qui s'installent. Et ça va déterminer notre politique pour longtemps. Ça va déterminer notre politique en France pour longtemps, le débat public en France. Tout le débat public va tourner autour de ça, parce que c'est un événement extraordinaire. Ça va être le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. On va devenir comme l'Espagne, si vous voulez, avec des Catalans, des Basques, des gens de Valencia, c'est ça, la communauté de Valence. Vous aurez ce débat-là, indépendantiste, nationaliste. Moi, je veux mon drapeau, moi, je veux ma religion, moi, je veux ma police, moi, je veux mon code pénal. Ça va être ça. Donc, le séparatisme, c'est pas une question de... C'est une certitude. La force centrifuge, elle est là. C'est l'émergence de ce peuple-là. Et ce peuple-là est un produit purement français. Parce que l'Africain n'existe pas en Afrique. Il existe des milliers d'Afriques. Même le Sénégalais, je ne sais pas s'il existe vraiment. Il a été construit par la colonisation. Le Sénégal n'existait pas avant. Le Mali, il explose aujourd'hui. Au Tchad, il y a 100 ethnies et 100 langues différentes. En Côte d'Ivoire, il y a 60 ethnies au moins et 60 langues différentes. Bien sûr, il y a des groupements, mais vous m'avez compris. Par contre, en France, vous avez un peuple africain. Vous avez l'Africain, vous avez le subsaharien. Le maghrébin n'existe qu'en France. Le maghrébin n'existe pas au Maghreb. D'ailleurs, on n'est pas foutu de faire l'union du Maghreb arabe, nous les Marocains, les Algériens, les Tunisiens. Mais le maghrébin existe en France. Le peuple s'agrège parce que, je vous dis, il est une réponse à l'adversité du vivre ensemble. Et ce vivre ensemble fait mal à ce peuple-là. D'ailleurs, il est rejoint par des cohortes d'immigrés qui ne peuvent pas vivre ensemble avec la France de souche. Parce que, pour eux, et je les entends, le mode de vie français est une barbarie. Quand tu vois l'avortement, quand tu vois la PMA pour toutes, quand tu vois la médiocrité de la télévision, quand tu vois, je ne sais pas, plein de choses, je ne juge pas. Enfin, je juge un peu quand je parle de médiocrité, mais je veux dire, nous sommes tous les barbares d'autrui. Moi, aujourd'hui, je suis le barbare de quelqu'un, et vous aussi. Même si nous aimons la civilisation française de Versailles, et de Clémenceau, et de Napoléon, et de Richelieu, même si elle est magnifique, même si elle a été magnifique, elle constitue une barbarie au nom d'un musulman fondamentaliste, ou d'un Tchétchène, ou d'un Pakistanais. Ça, il faut le comprendre. Comme nous sommes révoltés, révulsés par une nana qui porte le voile intégral. Nous sommes tous le barbare d'un autre. Ce qui fait que nous sommes tous en train de nous séparer. Nous sommes tous en train de nous séparer. Voilà ce que je voulais vous dire rapidement. Je ne sais pas quelle heure il est. On a encore un peu de temps, encore 5 minutes. Nous sommes tous en train de nous séparer. Et cette séparation-là, elle est en cours. On ne sait pas où est-ce qu'elle va s'arrêter. Et vous verrez des Français qui vont rejoindre ce peuple-là. Ce peuple immigré qui sera
diviser en deux les Maghrébins, les Africains, ou un peuple fusionné. On verra ce qui va se passer. Vous aurez des Français qui vont s'assimiler à ce peuple-là. Parce qu'ils y trouvent une solution à la décadence française, parce qu'ils sont nés en banlieue, ils n'ont fréquenté que des gens issus de l'immigration. Voilà. Et vous aurez bien sûr des gens issus du monde maghrébin, du monde africain, qui vont rejoindre le peuple de souche. Bien sûr. Ils se feront traiter d'arabes de service, de traîtres par leur communauté, mais ce mouvement-là, il est là. Il y a une fluidité aujourd'hui en France. Il y a une fluidité. Une fluidité combattue des deux côtés, mais il y a une fluidité. Donc voilà, donc la question est très très sérieuse. On n'est plus en train de parler là de racisme, d'antiracisme, du voile à l'école, tout ça. Ça c'est important, mais le vrai débat c'est ça. C'est que tu vas avoir demain un peuple qui va te dire « Moi je veux un territoire, je veux un drapeau et je veux le pouvoir ». Là, tout va être renégocié, le contrat social, la constitution, l'héritage de 1789, tu vas renégocier la gouvernance, tu vas renégocier le parlement, comment tu élis les gens, tu vas renégocier la langue, est-ce qu'il faut parler français et une autre langue, tu vas renégocier les frontières, intérieures, extérieures. C'est toute une discussion qui va avoir lieu et seul Dieu sait où ça va nous mener. Seul Dieu sait où ça va nous mener. Mais le coup est parti. Le coup est parti. C'est trop tard maintenant pour dire on va revenir à la France des années 60. Je suis désolé, c'est plus possible. Bon, tout est possible, mais ça coûtera cher en termes de guerre civile. Et on pourra avoir aussi la guerre civile, on l'aura si on continue sur cette lancée. Parce que quand le peuple immigré va vouloir l'autodétermination, si la France dit non, et elle peut dire non, il y aura la guerre. Parce qu'aujourd'hui, nous en sommes encore à l'hors d'œuvre, et ce sera mon dernier point, nous en sommes encore à l'hors d'œuvre. C'est-à-dire à, comment dirais-je, nous en sommes à des petites... il n'y a pas encore de leader de ce peuple-là. Il n'y a pas encore de leader musulman africain en France. Il y a des bandits reconvertis en militants. Il y a des rappeurs. Bon là, il n'y a rien à craindre d'un rappeur. Déjà, le temps qu'il a 1 heure par jour de clairvoyance, donc c'est pas très grave. Enfin, pas tous les rappeurs, mais vous m'avez compris, les rappeurs qu'on invite à la télévision, en général, c'est pas des menaces. C'est pas Malcolm X, c'est pas Bin Laden, hein, c'est pas Gamal Abdel Nasser en Égypte. C'est pas des gens c'est pas des leaders, c'est rien. C'est des baudruches qu'on amène pour faire peur ou pour transmettre un message anti-français. On a des footeux, on a des footballeurs, bon là, c'est pas très... Il n'y a rien à craindre. Mais demain, ça peut être dans 3 mois, ou dans 3 ans, dans 10 ans. Vous aurez des leaders qui vont, des bolivars, vous aurez des bolivars, des De Valera comme en Irlande, vous aurez des leaders qui vont dire, moi, je veux défendre le droit du peuple immigré en France à l'autodétermination, à son autonomie. Ça nous pend au nez. Et là, ils vont s'organiser avec des partis politiques, ils vont s'organiser avec des mouvements de jeunesse. Là, ce sera une autre conversation. Ce sera une autre conversation. Donc nous sommes encore à l'hors d'œuvre. Voilà, chers amis, je voudrais vous libérer avant 20 h, même si je voudrais bien discuter avec vous, mais je respecte votre agenda. Je sais que certains regardent le journal de 20 h. Bon, pourquoi pas? Moi, je le regarde parfois pour rire, mais pourquoi pas? Très bien. Cette thèse-là, elle est au cœur de mon dernier ouvrage, un e-book qui s'appelle « De la diversité au séparatisme », où je dis tout simplement que la diversité nous mène au séparatisme. Cette diversité, au fait, elle est fausse. C'est pas une diversité. On n'amène pas en France les Russes, les Moldaves et les Laotiens. Non, on islamise, on africanise la France. C'est ça la diversité. C'est une fake news. C'est une fake news. La France ne se transforme pas en Singapour ou en Dubaï. Non, la France s'africanise et s'islamise. Pourquoi pas? Et donc, sauf qu'on amène on est en train de créer des peuples qui ne sont pas faits pour se mélanger. Et on est en train de créer un peuple, c'est-à-dire qu'il a la taille d'un peuple. On n'est pas en train de faire... on n'est plus dans Little Italy ou Chinatown. On est dans un peuple en formation. Eh bien, ça va nous donner le séparatisme, comme on vient de le voir. Le livre est disponible, hein, je fais de la pub, il faut bien faire de la pub pour soi, parce que si on compte sur les grandes consciences françaises aujourd'hui, elles ne feront pas de pub pour mon livre. Je veux dire, tout le monde a peur de son ombre. Quand je vois comment elles se sont ratatinées au sujet du corona, je n'ai vu personne de très... Enfin, je peux me tromper.
Mais je n'ai pas vu de grande conscience française défendre l'état de droit face à la dictature sanitaire. Donc je ne m'attends pas aussi de leur part à un grand courage pour défendre leur pays et défendre les gens qui y vivent. Moi, je défends tout le monde qui vit en France, les Français de souche, les Français de branche et les étrangers. Parce que s'il y a une guerre civile, tout le monde va en souffrir. Et même les étrangers qui n'aiment pas la France et qui y vivent, ils ont intérêt à ce que la France reste la France, à ce que le pays reste fonctionnel. Sinon, ils ne pourront pas revenir au Maroc, en Algérie ou au Mali. Je veux dire, on peut cracher dans la soupe autant qu'on veut. Il n'y a aucun avenir dans nos pays du Sud. Il n'y a aucun avenir chez nous. On peut y aller en vacances. Mais les pays du Sud sont hardcore. Hardcore. Ils sont hardcore. Les élites du pays du Sud ont verrouillé les pays du Sud. Elles n'ont pas besoin de la diaspora marocaine ou tunisienne ou malienne. Je veux dire, malgré le discours officiel, les États du Maghreb et d'Afrique n'ont pas besoin des jeunes immigrés de France, la deuxième, troisième génération. Ils n'en ont aucun besoin. Ils en ont peur. Parce qu'ils vont ramener une mentalité française, état de droit, zéro corruption, méritocratie. On n'en veut pas chez nous. Nous avons l'économie, elle est sous coupe réglée. Vous savez, en Algérie, il y a le général du gaz, il y a le général de la farine, il y a le général des supermarchés, il y a le général des médicaments. Au Maghreb et en Afrique, à des degrés divers, le gâteau est partagé. On ne veut pas d'une nouvelle élite. On ne veut pas des compétences. Les compétences, on les ramène. Hein. Les compétences, quand on veut mettre un système compliqué, centrale nucléaire ou un grand barrage compliqué, on ramène des Turcs ou des Chinois ou des gens de chez Thales ou Airbus pendant 6 mois. On paye à prix d'or en euros et puis ciao. On ne veut pas de nouvelle gouvernance. Nous, on ne veut pas de renouvellement. On ne veut pas oxygéner, nous, les pays du Sud. Bon, on vous ment, bien sûr, quand vous lisez les magazines publiés avec les subventions des pays du Sud et les grandes sociétés des pays du Sud, je ne citerai pas de nom. Là, on vous dit, ouais, les diasporas, on vous aime, revenez nous voir, la nouvelle gouvernance, on a fait une zone franche ici, on fait une smart city là, on aimerait bien des échanges avec on voudrait bien récupérer les Maghrébins ou les Africains de France, leur donner une chance en Afrique. Que dalle, il n'y a pas de place. Il y a des places, bien évidemment, mais vous m'avez compris, elles sont minuscules. Et puis il faudra baisser la tête, accepter la corruption, le népotisme et ne pas toucher au vrai pouvoir. Donc je dis, hein, moi je m'adresse à tout le monde. Je ne m'adresse pas juste aux Français de droite, même s'ils sont l'essentiel de mon public, par bêtise des Français de gauche. Parce que moi j'ai une proposition pour sauver la France, de gauche et de droite. Je m'adresse aux immigrés de France. Je leur dis, attention les gars, on ne peut pas détruire la France. Parce que nos civilisations ont déjà détruit le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Afrique. C'est un champ de guerre. Vous traversez le détroit de Gibraltar, vous rentrez dans un champ de guerre. De Tanger à Johannesburg, de Alexandrie en Égypte jusqu'à Maputo, Mozambique, c'est un champ de guerre. Nous avons détruit nos pays par nos civilisations qui ne sont pas prêtes à la modernité et qui se sabotent elles-mêmes. Donc nous ne pouvons pas nous permettre de voir la France détruite ou l'Occident détruit. Donc je parle au cœur de ceux qui aiment la France et je parle à l'intérêt, à la poche, au portefeuille de ceux qui vivent en France pour des raisons comme ça, d'intérêt. Pourquoi pas? Je dis, il faut qu'on trouve une solution. Parce que les deux peuples, ou les trois peuples, si vous m'avez suivi depuis le début, vous voyez ce que je parle, ils vont rentrer en choc. L'iceberg, là, il y a 3 icebergs, là, ils vont se cracher. Eh bien, on sait comment ça s'est terminé pour le Titanic. Et moi, je ne voudrais pas me retrouver par une nuit d'avril 1912, une nuit glacée, en train de grelotter dans l'eau froide de l'Atlantique Nord. Voilà, donc il faut qu'on se bouge. Et ce livre propose des solutions. Ce n'est pas un livre de plus, un livre alarmiste de plus. Vous n'avez pas besoin de moi, d'un mur des lamentations. Hein. Vous avez besoin de gens qui vous proposent des solutions. Allez, bon week-end, à lundi. Ciao, ciao.